Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors pour commencer, un petit message. Merci de penser à vous abonner à notre chaîne, à votre chaîne. Et également de nous soumettre vos souhaits de thématiques dans la rubrique commentaires. Éventuellement, si vous pensez avoir une expertise, une expérience, si vous avez simplement une grosse envie de vous exprimer sur un sujet, soit dans les commentaires, soit par l'intermédiaire de la boîte mail de Michel Fize, qui prendra rapidement contact avec vous. Donc, vous prenez contact avec lui, vous lui expliquez soit la thématique dans laquelle vous souhaitez intervenir, et on peut organiser une émission avec vous, Michel, sur le sujet de votre choix. Voilà, c'est dit. Alors, Michel, on va aborder aujourd'hui un sujet grave, un sujet important. Les paramètres sociétaux, comme chacun peut le constater, ont toujours été fabriqués par les gauches. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. La droite, les droites ont laissé cette prérogative en échange d'un relatif laisser-faire économique, cela dit à très grands traits. Ça explique pourquoi les débats, radicalisation généralisée oblige, sont aujourd'hui à peu près impossibles. La gauche se veut dépositaire des valeurs normatives de notre société. Et comme disait un de mes illustres professeurs à la fac de Nancy, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est pas à laisser. Alors, où veux-je en venir, Michel? Eh bien, la race. La race, les races. Partout, toutes, en étendard identitaire. Nous sommes submergés par le racialisme, qui est un des principaux fers de lance de la religion wokiste, à laquelle adhèrent avec plus ou moins de force les partis de gauche et du centre, avec l'immense armada des organismes médiatiques et associatifs afférents. Et pourtant, souvenons-nous, la gauche caviar sous Hollande voulait radier ce terme des pensées, voire des dictionnaires. Et puis, basculement brutal, la gauche esturgeon qui a placé la race en fer de lance de tous les échanges. Le racialisme est partout. Quelle est, Michel, votre vision de cette question, sur cette question, devenue obsessionnelle et dangereuse, sans doute? Alors, je crois que pour commencer sur ce thème, qui est un thème, comme vous l'avez rappelé, sensible, euh, j'aimerais rappeler quelques évidences. Euh, la première, c'est celle qui nous vient du Code pénal. Il faut rappeler que le racisme, contrairement à d'autres choses, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Donc, à partir du moment où vous commettez une injure, voire une agression vis-à-vis d'une personne que vous n'aimez pas, ce qui permet de dire d'ailleurs qu'on a le droit de ne pas aimer quelqu'un, à cause de sa religion, à cause de sa couleur de peau, le désamour n'est pas interdit. Voilà, c'est ce qui va après. La stigmatisation par l'insulte, l'injure et voire donc l'agression physique, comme c'est arrivé encore récemment dans les rues d'Orléans. Première chose. Alors, deuxième chose, un tout petit clin d'œil historique. Simplement deux noms. Le premier, c'est le comte de Gobineau. Le comte de Gobineau est l'inventeur des théories racistes. Donc, c'est un Français qui a inventé les théories racistes. Alors, dans un petit livre qui s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines, hein, qui a été publié en 1853. Autre référence historique, presque 100 ans plus tard, en 1952, se tenait un colloque de l'UNESCO
sur précisément la question du racisme dans le monde. Et au cours des journées de débat, a pris la parole Lévi-Strauss, donc le père du structuralisme français, sur cette question. Alors, je montre à l'écran le petit livre, parce que c'est un tout petit livre qui s'appelle Race et Histoire, voilà, et qui évoque en très peu de pages, hein, parce que le chapitre racisme, race et histoire fait 4 pages. Voilà, donc ça se lit très rapidement, mais les autres articles sont intéressants. Alors, euh, Lévi-Strauss rappelle le préjugé raciste. Il parle du préjugé raciste. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose, c'est que déjà, sur la question de l'inégalité des races, donc, dont parlait Gobineau, hein, il Oui, dit que finalement, Michel, il n'y a pas de... Michel, j'ouvre une toute petite parenthèse là-dessus parce que vous êtes sur le point fort du sujet, l'inégalité des races. En fait, la véritable définition du racisme, c'est la hiérarchisation des races, c'est-à-dire l'inégalité des races. C'est comme vous le soulignez en début d'entretien, ça n'est pas simplement j'aime pas un tel parce il est comme ci, j'aime pas un tel parce qu'il est comme ça. Hein, Voilà, là, je suis parce que je suis de telle race, je me sens supérieur à un autre. Voilà la seule définition du racisme. Voilà. voilà, alors vous avez un peu anticipé sur ce que j'allais Ah, dire excusez-moi. dans un temps ultérieur. Là, je termine sur le fait que, bon, la biologie n'a jamais montré qu'il y avait une inégalité des races. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss a cette phrase magnifique, il n'y a pas d'aptitude raciale innée. Voilà. Donc, ce que vous évoquiez à propos de la supériorité d'une race sur une autre, évidemment, ne tient pas du point de vue de la biologie. Alors, la question qui aujourd'hui nous retient, c'est les déclarations à propos du racisme anti-blanc. Donc, peut-on parler d'un racisme anti-blanc comme il y a un racisme anti-noir? Alors, entendons-nous bien, parce que si je dis dans la seconde qui vient, le racisme anti-blanc n'existe pas, hein, on va avoir évidemment des commentaires en grand nombre. Hein. Ça Voilà. devient Alors, notre spécialité, Michel. tout à fait. Alors, il faut bien distinguer deux choses, hein, et on en a souvent parlé. Il y a la haine, la haine et le qualificatif de raciste. Voilà. Donc, là, je rejoins le camp de mes collègues sociologues qui disent, Éric Fassin en tête depuis longtemps, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait racisme proprement dit, il faut se replonger dans une dimension historique, il faut se replonger dans l'histoire du colonialisme, dans l'exploitation évidemment d'une race, comme on disait à l'époque, par une autre, donc l'exploitation des Noirs par les Blancs, voilà. Donc quelque chose qui a à voir avec la discrimination et avec la volonté de s'affirmer supérieur à un autre. Alors, dans le cas du racisme anti-blanc, quel est le fait? Le fait qui n'est pas contestable, c'est qu'effectivement, il y a de la part de personnes noires ou de personnes maghrébines ou de personnes jaunes, puisque ce sont les trois grandes couleurs que Gobineau avait déjà indiquées, hein, blanc, noir et jaune, il y a une haine. Il y a une haine. Voilà. Alors, qui parfois n'est qu'une détestation, donc stade légèrement inférieur, mais qui peut évidemment déclencher un processus de haine. Donc, Et à qu'on peut, l'encontre, alors je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais qu'on peut quand même relativiser, c'est-à-dire que ce n'est pas une haine monobloc en fonction d'une couleur de peau, mais aussi culturelle, politique, religieuse, éventuellement.
Voilà. Donc c'est pas c'est pas le, on va dire, c'est une haine qui ne peut pas être assimilée à effectivement à du racisme, comme vous le disiez. Voilà. Alors, ceci étant, là, nous nous trouvons devant une première contradiction, c'est-à-dire la négation biologique de l'idée de race, voilà, et puis la pénalisation de comportements jugés racistes. Donc, ça m'a toujours un peu amusé d'utiliser un mot dont le premier sens, race, a disparu, biologiquement parlant, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a des différences, évidemment, mais qui ne sont pas des différences raciales. Alors, sauf quand même les États-Unis. Hein. Aux États-Unis, on parle de race noire. Voilà, sans d'ailleurs qu'il y ait une quelconque levée de bouclier dans le monde, hein, pour fustiger ce pays démocratique qui continue à parler des Noirs comme d'une race particulière. Alors, à l'époque de Lévi-Strauss, donc il y a 50 ans, hein, on parlait encore de races humaines. Voilà. Alors, je pense que même là, il faut balayer le terme et il faut parler d'espèces humaines, voilà, ou de genre humain, voilà, mais pas de race. Voilà. Parce que, effectivement, c'est un terme qu'on a employé à toutes les sauces. Au XIXe siècle, on pouvait vous parler de race bretonne ou de race alsacienne, race occitane, pourquoi pas. On a parlé de race dégénérée, dégénérée. Voilà. On a parlé de race juive. Hein, hein. Bon, donc, encore une fois, on fait perdre l'intérêt d'un mot si on le banalise et qu'on l'emploie à tort et à travers. Bon, donc, le racisme dont sont victimes les Noirs est une réalité, hein, est une réalité d'ailleurs qu'on retrouve euh, au moins dans deux institutions, l'institution travail, où évidemment les personnes de couleur noire, voire les personnes d'Afrique subsaharienne, donc qui ne sont pas noires mais basanées selon un terme péjoratif qu'on utilise quelquefois, sont victimes évidemment de discrimination, discrimination à l'embauche, discrimination dans les boîtes de nuit. Hein. Il y a quantité d'études qui ont été faites tout à fait scientifique pour le coup, qui montre bien qu'on va évidemment avoir une tendance à discriminer davantage une personne noire qu'une personne blanche. Pour la police, pour la police, hein, j'ai étudié la question avec d'autres, hein, les contrôles aux faciès sont des contrôles évidemment qui sont préférentiellement dirigés vers les personnes de couleur. Alors évidemment, il y a quand même un correctif qu'il faut apporter, c'est que ces personnes sont parfois évidemment dans les situations les plus pauvres. Attention, pauvreté ne signifie pas nécessairement délinquance, bien évidemment. Bon, mais ce sont des personnes qui peuvent être dans des situations familiales, scolaires, hein, professionnelles, très compliquées. Voilà, et qui peut entraîner évidemment une certaine déshérence mentale, voilà, et Mais conduire, hein, à des comportements délinquants. ça, vous êtes en train de faire un état des lieux. C'est vrai qu'on pourrait faire 150 émissions sur chaque. On pourrait parler du racisme de certaines ethnies vis-à-vis d'autres. En France, où les Blancs sont absolument pas, où les Français sont absolument pas concernés. Hein. Donc, bah, entre les Afghans, les Tchétchènes, entre les voilà, c'est gigantesque. Maintenant, la question fondamentale que je voulais aborder ce jour avec vous, c'était surtout, parce que cet état des lieux, c'est un fait. Et c'est là-dessus que, que tout, c'est de là-dessus que tout part. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, alors que il y a quelques années, on voulait supprimer ce terme de race, qui ne correspond à rien, comme vous venez de le dire, euh, et que c'est devenu l'obsession numéro un de tous les partis d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de dire bonjour, on vous demande de quelle race vous êtes, si c'est pas totalement visible. J'exagère, je caricature. Enfin, c'est devenu complètement obsessionnel. Euh, alors pourquoi?
Bon, alors, je pense qu'il faut quand même conclure sur l'état des lieux, hein, pour être au plus près de l'appréhension de cette réalité. Bon, je suis personnellement convaincu qu'il y a un fond de racisme dans la société française. C'est ce Ceci qui étant, nous, c'est ce qui nous différencie. Moi, je ne le suis pas. Hein, je tiens à voilà. le préciser. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'il y a un fond. Hein, voilà, donc on peut ne pas l'être, mais Voilà. quand je dis fond, fond, c'est fond. Voilà, c'est-à-dire une propension, hein, qui peut s'alimenter, hein, par toutes sortes de situations. Évidemment, les situations de crise appellent à des réflexes de rejet de l'autre. Hein, parce que bien évidemment, dans le racisme, ce qui est en cause, c'est la méconnaissance de l'autre. On a peur de l'autre. Oui, mais Donc, à ce moment-là, Michel, et c'est là où c'est là mon petit désaccord. Je ne parle pas de racisme. Je parle de xénophobie. Je suis très très pointilleux sur oui, le sens des mots. bien sûr, mais je pense encore une Alors fois qu'il y ait que une xénophobie débridée en France, c'est évident. Pour moi, c'est de la xénophobie, pas du racisme. Voilà. alors, C'est moi. je pense qu'il peut y avoir les deux, mon capitaine. Il peut y avoir un racisme anti-noir, malgré tout, voilà, et une xénophobie à l'encontre des populations maghrébines, par exemple. Hein. Voilà, mais qui peuvent être aussi d'autres populations. Hein. Vous avez cité les Afghans, pourquoi pas les Asiatiques. Alors, ce qui permet d'ailleurs de faire aussi une petite parenthèse sur l'antisémitisme. Hein, que l'on présente comme une catégorie de racisme. De racisme. Bon, mais ça ne peut pas être le cas parce que ça voudrait dire que l'on considère les Juifs comme formant une race. Or, je pense que la définition la plus correcte et la plus vraie, c'est que c'est une communauté. Il y a une communauté juive. Voilà. Mais, Mais racisme derrière l'antisémitisme, non, mais l'antisémitisme, c'est encore autre chose. on est bien d'accord, Michel. Et il y a un autre terme. C'est après les races, celui qui est le plus employé aujourd'hui, l'islamophobie. Égale racisme, je suis désolé. L'islam, c'est une religion, pas une race. Tout à fait, tout à fait. C'est la Voilà. même chose. Voilà. Donc le problème, c'est que le racisme est devenu un mot générique alors qu'il aurait dû rester un mot spécifique. Voilà. Alors, si on complète, si on complète un petit peu le tableau, donc pour finir, donc on peut avancer l'idée parfois d'un racisme systémique. Hein. On peut en tout cas avancer l'idée d'un racisme dans certains corps professionnels, la police. Voilà. Alors, après, dans quelle Alors proportion? que 50% des policiers sont racisés. Voilà. Et que les moins racistes n'étant pas toujours les plus colorés. À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de racisme? D'où ma Alors, question, encore une fois. voilà. Alors, ça nous entraîne vers quelque chose qui est l'antiraciste raciste. Je vais vous donner un Oui, exemple. pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Mais je vous donne quand même un exemple. Hein. Alors, peut-être que les mots ne sont pas les mots adéquats, mais il y a 5 ans, 5, 6 ans, Jean Messia, hein, bien connu comme Oui, figure d'extrême droite, s'est affronté à Dominique Sopo. Hein. C'était l'époque où, effectivement, Jean Messia, hein, d'origine égyptienne, qui en fait a la particularité d'être arabe et chrétien, se faisait traiter de tête de chameau. Voilà. Et au cours d'un échange, Dominique Sopo a eu cette réflexion, eh bien, c'est une comparaison infamante pour le chameau. Voilà. Et effectivement, indirectement, c'était, quel que soit le qualificatif, c'était une discrimination. C'était une discrimination à l'envers, là où on ne l'attend pas. Alors, ce qui permet de dire que ce racisme anti-blanc qui fait la une de l'actualité, il faut quand même en rappeler l'origine. Hein. C'est un terme qui vient de l'extrême droite, qui a été porté par Jean-Marie Le Pen, et on peut le dater, hein, puisqu'on aime les dates, en 1979. En 1979, hein, là, la machine racisme anti-blanc se met en place. Et puis ensuite, eh bien, on a eu évidemment, outre Jean-Marie Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan,
qui est convaincu, et Jean-François Copé. Jean-François Copé qui parle de racisme anti-blanc. Comme d'ailleurs la LICRA. Voilà. Et puisque je parlais tout à l'heure des sociologues, compte tenu qu'il y a quand même euh, toute une sorte de différence selon les sociologues, hein, je disais tout à l'heure, les sociologues, à l'image d'Éric Fassin, ne parlent pas de racisme anti-blanc. Mais vous avez des sociologues qui en parlent. Alors, excusez-moi, mais ce sont des sociologues de droite, voire d'extrême droite. Le meilleur exemple étant Mathieu Bock-Côté, hein, qui est sur CNews et qui déclarait encore récemment, hein, effectivement on ne pouvait pas continuer à nier la réalité d'un racisme anti-blanc. Donc revenons sur la correction, on ne peut pas nier la réalité d'un désamour de certaines personnes non blanches vis-à-vis des blancs jusqu'à la haine, mais là je rejoins tout à fait l'analyse qu'avait développée Luc Ferry dans son échange hebdomadaire avec Daniel Cohn-Bendit. On ne peut pas, hein, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, les raisons historiques, les raisons de hiérarchisation, de domination, de discrimination. Voilà, cette expression n'est pas scientifiquement convenable. Et pour revenir à la question fondamentale, comment expliquer ce raz-de-marée, alors que, je réitère mon propos de départ, il y a quelques années, le terme de race devait disparaître même des dictionnaires par les mêmes personnes. Je parle de cette gauche, hein, qui aujourd'hui est récipiendaire de ces valeurs, hein, et de ces demandes. Pourquoi aujourd'hui ce racialisme déferle partout, est devenu la condition sine qua non de toute interaction humaine en France? Alors que on pourrait aplanir les choses et puis en parler beaucoup moins et faire parce que la situation que vous avez exprimée, elle existe depuis toujours, et on va plutôt vers je ne parle pas de la haine ni de la xénophobie, mais dans ce cas-là, on va plutôt dans le bon sens, je crois. Donc, comment expliquer ça? Comment expliquer ce déferlement? Cette utilisation, ce partage de la société en minorités, en armant chaque minorité pour qu'elle devienne ennemie des autres. C'est ça le danger, en fait. Mais encore une fois, vous avez parlé d'interaction humaine. Eh bien, nous serions évidemment dans une situation tout à fait optimiste si on pouvait encore parler d'interaction humaine. Moi, je pense que la difficulté, c'est justement l'absence de liens sociaux naturels, hein, ce qui fait le vivre ensemble naturel. Parce que, pour reprendre une expression que Gilles Kepel a employée pour autre chose, je crois qu'on peut parler d'un racisme d'atmosphère, d'une ambiance raciste. Voilà, qui met quoi en question? Qui met l'autre, hein. Le racisme, c'est la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre. Non, non, Michel, la peur de l'autre, c'est la xénophobie. Oui, mais le racisme aussi, hein, non, le racisme, c'est je pense que je suis supérieur à l'autre. oui, mais on peut avoir, On peut avoir les deux. oui, on peut avoir les deux. Mais je pense qu'encore une fois, c'est l'ignorance de l'autre, hein, c'est la volonté de ne pas essayer de comprendre l'autre. Voilà, hein, je crois, on va peut-être faire un raccourci, mais comprendre l'autre, quelque part, c'est déjà l'aimer. Voilà. Eh bien, si on ne fait pas cet effort de compréhension, on est évidemment dans le réflexe, le réflexe du rejet, le réflexe du rejet. Bon, d'où, dans cette société, qui est une société, comme je le dis, démoralisée, hein, où les repères ont disparu, où il ne reste plus que cet individu roi, alors qui, pour le coup, puisqu'on parlait de supériorité, l'individu roi se croit supérieur à tous les autres. Voilà, au nom de l'égalité, ce qui est quand même assez paradoxal, hein, au nom de l'égalité, moi, individu roi,
hein, je vaux tous les autres. Voilà. Donc, si je résume votre pensée, et là je suis en total accord avec vous, pour le coup, c'était mon idée de départ et on y arrive. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est l'individualisme qui explique, et l'individualisme de tous, blancs comme noirs, comme maghrébins, comme tchétchènes, comme l'individualisme exacerbé de chacun sur sa culture, sur sa couleur de peau, qui fait que on arrive à une société complètement partagée et qui peut être exploitée par par des politiques opportunistes. Oui, et je crois que vous parliez tout à l'heure du wokisme. Je pense que l'un des grands problèmes de nos sociétés, c'est l'étiquetage. C'est l'étiquetage. Là où il faudrait procéder à une opération de désétiquetage. C'est Et exactement le thème de cet entretien. J'aurais dû parler d'étiquetage. C'est-à-dire, voilà, on étiquette les gens par rapport à une race, alors que les gens qui font ça, qui sont des responsables de partis politiques, auraient, comme vous le dites, leur mission serait plutôt d'expliquer, un rôle pédagogique, de faire des liens, de mettre de l'huile dans les rouages, et non pas des étiquettes, comme vous êtes en train de le dire. ben, je crois que le problème, c'est la segmentation, hein. C'est la segmentation excessive. Voilà. Je crois qu'il faudrait retrouver derrière chaque personne, comme disait Emmanuel Mounier, précisément la personne, c'est-à-dire l'au-delà de l'individu, hein. Oui, La mais Michel, personne, avec cette politique de fragmentation, hein, on va à la catastrophe. oui, oui, oui. Vous savez, je crois qu'il faudrait reprendre un proverbe de la Bible et qu'on adapterait à notre sujet. Il faudrait considérer qu'il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, hein, parce qu'on Oui, pourrait parce que, rajouter des Michel, propos. en faisant cette promotion de la race par-dessus tout, et des races par-dessus tout, vous titillez chaque personne dans ses plus bas instincts, quelque part, dans ce qui sépare et pas dans ce qui rassemble. Oui, ben parce que je crois il y a un réflexe de peur. Il y a un réflexe de peur. Donc je me protège. Voilà, hein. En fin de compte, le racisme, la xénophobie, c'est l'art de construire des boucs émissaires. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, c'est le bouc émissaire qu'il faut faire disparaître. Voilà. Hein. Alors évidemment, on est toujours le bouc émissaire de quelqu'un. Alors, il faut bien se faire comprendre parce que sinon, on va retenir notre entretien. Ah ben, Michel Fiz a dit qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc, qu'il y avait pas de racisme antisémite, etc. Non, je ne nie pas qu'il y ait des discriminations de part et d'autre, croisées en permanence. Voilà, il y a de la haine du noir, il y a de la haine du blanc, il y a de la haine du jaune, hein. Il y a de la haine aussi du catholique qui n'est pas français, hein. On pourrait parler, et moi je l'ai vécu sur des terrains de football où, soit dit en passant, sévit un racisme, là, pour le coup, à l'état pur, hein, parce que c'est vraiment le noir qui est pris à partie sur les stades. Voilà, on pourrait parler du racisme portugais. Voilà, entre guillemets racisme, hein, vous m'avez compris, hein. Il y a une communauté fermée, une communauté isolée n'est pas forcément la communauté la plus ouverte d'esprit, hein. Bon, et si on pense aux communautés asiatiques, hein, ce ne sont pas toujours des modèles d'intégration, hein, ni des modèles de respect, hein. En clair, c'est pas parce qu'on ferme sa gueule, ce qui est le propre de ces populations, qu'on n'en pense pas moins et qu'on ne pense pas moins de mal, hein, par rapport aux populations blanches, par exemple, hein. Voilà. Donc nous sommes dans une espèce d'écheveau, hein. Voilà. Je ne t'aime pas, moi non plus. Je t'aime, moi aussi. Enfin bref, vous voyez, tout est mêlé. Donc je pense, voilà, vous l'avez dit, désétiquetage. Voilà. Hein, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. On pourrait faire exactement la même émission,
sur les étiquetages de genre, hein, qui sont également promus et dont on est également submergé par les mêmes instances nourries au wokisme, hein, race et genre. Voilà, c'est Voilà, exactement le même sujet, voilà. hein. Alors avec un autre danger, hein, qui est à peine voilé, le prosélytisme. Le prosélytisme, hein, parce que parler à longueur de temps de racisme anti-blanc, hein, c'est aussi créer des vocations, quelque part, créer des vocations. Voilà. Donc il faut lutter contre ces discriminations selon la couleur de peau, selon la religion, selon les optiques religieuses. Voilà, c'est un Là où combat global. je suis parfaitement d'accord avec vous, et vous savez que j'ai beaucoup roulé ma bosse, ce qui fait que je suis très sensible sur la différence entre racisme et xénophobie, hein. Je n'aime pas mélanger les genres pour ce qui me concerne, et c'est pour ça que je suis très sensible aussi à cette assimilation du terme racisme et islamophobie. C'est quelque chose, c'est un piège qui a été tendu par les frères musulmans et qui fonctionne. Bon, ça, c'est évident. C'est évident quand on, quand on connaît. Mais par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un certain nombre d'entretiens, je disais toujours, en termes d'extrême droite, un jour euh, euh, peut-être qu'on regrettera les instances auxquelles on met l'étiquette extrême droite aujourd'hui, quand la véritable extrême droite montrera son visage. Et moi, je vois un visage de cette extrême droite et de ce racisme dont vous parlez, qui est évident. C'est les ultras dans le foot, qui sont nombreux dans tous les grands clubs et dont le racisme est effectivement, et là, pour le coup, racisme à l'état pur, hein, avec les cris de singe, etc. Bon, en Italie, en France, partout sont l'expression de quelque chose d'extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Parce que ces gens-là, le jour où ils vont être focalisés sur, pour le moment, c'est pas encore vraiment le cas, focalisés sur une dimension politique, alors, alors il y aura danger. Oui, je crois finalement que c'est là où l'on voit, à partir de l'exemple du football, qu'il y a bien deux racismes, hein, qui voisinent un racisme d'ignorance, hein, un racisme de bas de l'échelle sociale, donc un racisme non réfléchi, et un racisme intellectuel, un racisme intellectualisé, façon Gobineau dont je parlais tout à l'heure. Mais moi, je pense que plutôt que de faire du racisme ce mot générique qu'il est devenu, pour moi, le maître mot, c'est discrimination. Et ce dont il devrait être question, c'est de lutter contre toutes les discriminations, qu'elles s'appellent discrimination raciste, discrimination xénophobe, hein, euh, discrimination antisémite. Voilà, c'est discrimination. C'est la discrimination qui est pénalisable, qui est pénalisable. Mais je crois que cette phrase peut être une parfaite conclusion qui mettra, je pense, tout le monde, tout le monde d'accord après cette analyse fournie, riche, avec laquelle on peut avoir quelques divergences, et c'est le propre, des débats, quoi qu'il en soit. Euh, Votre conclusion est incontournable. Voilà. Parce que je pense que le rôle qui est le mien, pour qu'il soit bien entendu, c'est pas un rôle qui est dans un positionnement idéologique. Hein. Comme je dis toujours, et en poussant le bouchon un peu très loin, hein, racisme anti-blanc, je suis ni pour ni contre. Là, je pousse, hein, c'est-à-dire, moi, mon propos, c'est de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça signifie, hein, si les termes qu'on utilise sont les bons termes ou pas. Voilà, c'est tout. Donc, le problème avec le racisme, c'est que c'est un débat qui est devenu un débat politique, Mais oui, politicien. on est parfaitement d'accord, et vous l'aurez compris, Michel, moi, je n'ai pas votre déontologie, je n'ai pas à l'avoir, je ne suis pas sociologue. Donc je peux me prononcer hors idéologie, mais malgré tout,
avec mes tripes. Une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, ce contre quoi j'ai tendance à me battre le plus, c'est ces mots utilisés par des politiques opportunistes. Ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Voilà, mais C'est de la dynamite, ces trucs. voilà, mais encore une fois, pour peut-être aller un tout petit peu plus loin, bien évidemment, en tant qu'être humain, en tant que porteur d'une éducation particulière, je suis évidemment contre toutes les formes, toutes les sortes de racisme, de discrimination et de xénophobie, hein. Moi, ce qui m'importe, c'est encore une fois la personne humaine qu'il y a derrière chacun de nous, encore une fois, quelle que soit sa diversité. Et donc, contre ces politiques, d'où qu'ils viennent, qui vous imposent ces double étiquette, parce qu'elle est double, hein, la race et le genre. Voilà. Avant toute chose, avant de vous dire bonjour, c'est votre race, votre sensibilité, votre façon de réagir par rapport à un animal, par rapport. Tout ça, c'est accessoire. C'est la race et le genre. Extrêmement dangereux, à mon sens. Oui, encore une fois, désétiquetage. Les étiquetages. Michel, après ce long entretien, finalement, on a quasiment rattrapé l'heure qu'on avait perdue ce matin, et de manière intelligente, quoi de mieux dans la vie. Eh bien, écoutez, Michel, on va souhaiter une excellente journée à toutes et à tous, hein, et rappelle encore, pour ceux qui seraient à notre écoute au terme de cet entretien, n'hésitez pas à proposer à Michel des thèmes qu'on pourrait, de manière classique, tel qu'on le fait à chacun de nos entretiens, réaliser, ou dans lequel vous pourriez intervenir. Voilà, et puis je rappelle que par tradition et depuis longtemps, je lis toujours les commentaires, hein, surtout quand il n'y en a pas un grand nombre, comme c'est le cas encore pour le moment, parce que dans les commentaires, hein, alors je laisse de côté tous les propos injurieux, orduriers, il y en a aussi malheureusement toujours quelques-uns, mais il y a parfois des commentaires qui sont utiles et qui permettent à la fois d'enrichir sa propre réflexion, voilà, de la corriger éventuellement sur certains points, parce qu'encore une fois, nous n'avons sur aucun sujet la science infuse, et moi je n'ai pas la prétention de Non. détenir quelque vérité que ce soit, hein. On le voit pour le débat sur l'Algérie qu'on a eu à deux reprises. J'ai appris des choses par rapport évidemment à des commentaires qui ont été faits. Voilà, mais encore une fois, faisons-le sans agressivité, sans animosité, voilà, dans le cadre je dirais, d'une discussion bienveillante. Mais vous voyez, Michel, c'est un des grands défis, en fait, hein, de cette société qui est liée à notre thématique d'aujourd'hui, à peu près à toutes nos thématiques du reste, hein. C'est la possibilité d'avoir un débat, mais un vrai débat. Un débat, c'est pas aujourd'hui, exceptionnellement, sur ce thème, quelques différences entre nous, quelques différences légères, hein, ont pu apparaître. Et je pense que c'est ce qui donne du volume à un entretien. Mais les choses peuvent se passer de manière courtoise, intelligente, argumentée, où chacun, à la sortie, garde ses convictions, hein. C'est ça le truc. Alors, effectivement, expérience faite de ce débat sur l'Algérie, où nous avons été copieusement insultés, hein. D'ailleurs, je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent aller sur cet entretien. Il reste encore des traces fumantes, euh, des arguments. Voilà, des arguments. On aimerait du coup avoir des commentaires où des gens expriment
des désaccords avec nous. Je pense qu'on risque d'en avoir sur cette thématique parce qu'elle est clivante, elle est chaude, elle est dans l'actualité, elle est brûlante même. Donc, tout ça fait partie du débat. Mais vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui, à être obligé de rappeler qu'en fait, quand on n'est pas d'accord, on n'insulte pas, on donne un argument. Mais où l'on est? Oui, c'est notre société qui est ainsi faite et qui demande un remodelage d'urgence, comme Et disait là, un vous avez un livre qui peut apporter quelques solutions sur le sujet avec le réarmement moral. Oui, tout à fait, hein, alors de rebaptiser pour que le propos soit encore plus net, pour un nettoyage moral de la France, pour un nettoyage moral, parce qu'il faut nettoyer, voilà, nettoyer. Quand une société est devenue malpropre, hein, au sens de la ménagère, hein, par rapport évidemment à un lieu d'habitation, eh bien on nettoie, voilà, on nettoie. Bah, je pense qu'il faut nettoyer, voilà, et ça vaut pour l'école, hein, où je suis intervenu bah, pas plus tard qu'hier à France Info, hein, sur la question des violences à l'école. Voilà. Et là aussi, hein, l'humain était au centre de la réflexion. C'est de l'humain qui manque. Voilà. De l'humain qui manque. Des médiateurs, des intermédiaires. Et bien voilà, nous, on va essayer de continuer de faire de l'humain, peut-être avec vous, Michel, mais évidemment, vous êtes le maître d'œuvre de cette émission, mais avec d'autres personnes qui pourraient avoir des sujets qui les, qui les oppressent ou dont ils aimeraient bien pouvoir parler publiquement, exposer publiquement leurs témoignages. Ils seront les bienvenus ici, toujours. Voilà. Bonne journée, Michel. Bonne journée à tous. Bon dimanche. Et à bientôt.